Bonjour Mathieu Bellassène. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de faire cette audition dans le cadre de notre commission d'enquête du suivi du Covid-19. Donc, vous êtes psychiatre, vous êtes chef du pôle de psychiatrie adulte à Asnières. Vous êtes aussi auteur de livres, notamment La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, mais aussi co-auteur de La révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire. Peut-être pour continuer un peu cette présentation, vous revendiquez une pratique de la psychiatrie particulière en privilégiant par exemple les groupes de soignants et patients dans votre unité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus pour commencer? Écoutez, en fait, je revendique, mais je m'inscris dans le courant de la psychothérapie institutionnelle et du désaliénisme, c'est-à-dire un courant autogestionnaire qui crée du collectif de soins avec les patients, entre les patients et les soignants, pour essayer de diminuer les aliénations propres à la hiérarchie hospitalière, que ce soit dans l'hôpital ou que ce soit sur un secteur de psychiatrie, hein, sur les dispositifs ambulatoires, où l'idée, c'est vraiment de décider ensemble des choses dont on a besoin, c'est-à-dire sur un principe où on essaye de mettre en place à la fois du commun, c'est-à-dire on va décider et organiser le dispositif en fonction de ce que les gens nous disent qu'ils ont besoin. Donc, il y a avec les patients, les familles et puis les professionnels. Voilà. Ce qui fait du coup, quand même, en préambule, on voit toute la nécessité de l'autogestion, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus réactif. Et pour cette crise du Covid, on a pu mettre en place les choses très vite, mais aussi parce que finalement, on a une habitude de s'adapter aux situations de catastrophes, que ce soit les catastrophes psychiques des personnes, aux situations d'imprévus, et on n'attend pas les consignes venues d'en haut pour faire les choses, quoi. Voilà, et pour dire aussi que cette pratique de la psychiatrie, c'est une pratique qui fait une large place à la question des droits des patients, c'est-à-dire que dans cette séquence qu'on a traversée, qu'on traverse toujours, on voit bien que les droits peuvent être sacrifiés, ça c'est vrai pour la société de manière générale, mais c'est aussi vrai en psychiatrie, c'est-à-dire par exemple la confusion qu'il peut y avoir entre confinement et isolement, confinement sanitaire et isolement psychiatrique. Voilà, donc je suis dans ce sillon-là avec donc ces associations patients soignants au sein des services de psychiatrie qu'on appelle les clubs thérapeutiques, c'est-à-dire des associations co-gérées par les patients, les soignants, et qui sont à la fois des dispositifs citoyens et puis des dispositifs de soins, quoi. Vous êtes beaucoup en France à vous inscrire dans cette lignée? Alors, on est un certain nombre, on est minoritaire bien entendu. On a aussi, enfin voilà, il y a des formes nouvelles là, notamment quelque chose qui s'appelle le TRUC, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques. Et avec le printemps de la psychiatrie aussi, on a quand même agrégé pas mal de lieux qui essayent de penser justement collectivement. D'ailleurs, que ce soit dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le social, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, enfin, vous voyez, ces pratiques-là, elles effacent les frontières. Alors, toujours plus de frontières, de spécialisation, d'âge, etc. La question, c'est comment on peut faire vivre une fonction démocratique qui soit soignante au sein des institutions. Ouais, soignante au sens large, hein, c'est-à-dire que ça ne traite pas que des soins, ça traite de comment on prend en charge la vie quotidienne tous ensemble, et ça, que ce soit dans les hôpitaux ou en dehors des hôpitaux. Vous voyez, c'est vraiment pas hospitalo-centré. Donc, par exemple, dans le truc, voilà, on se réunissait tous les 3 mois jusqu'avant le Covid, mais là, on continue à se réunir de manière radiophonique. Et il y a une quarantaine de lieux un peu partout en France. Il y a aussi ces réseaux de solidarité où finalement, maintenant, les collectifs de soins se parlent entre eux et peuvent penser leurs aliénations propres et leur création, parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important. Si on a vu énormément de pratiques créatrices dans ce moment-là de catastrophe. Et ça, c'est un fond qu'on observe souvent en psychiatrie. La psychiatrie auquel moi je me raccroche, c'est ce que je vous ai dit, c'est au fond la psychiatrie qui s'est mise en place pendant aussi la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment de catastrophe où à la fois il y avait la résistance, la lutte au pire, et en même temps des créations de pratiques où on a mis en place, voilà, du collectif, quoi. Et le collectif, c'est pas tout le monde pareil, hein. Le collectif, c'est vraiment faire avec la singularité de chacun et s'appuyer sur la singularité de chacun pour faire des constructions ensemble et aussi propres aux personnes.
Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer comment vous vivez cette période justement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, quels sont les problèmes que vous anticipez et que vous voyez aussi pour la suite sur lequel on reviendra un petit peu après. Je vous laisse commencer, puis après j'aurai plein de questions pour vous. Ouais, alors la première chose, bon, pour illustrer un peu comme les vagues sont à la mode, je dirais qu'il y a 4 vagues qui nous traversent, qui nous ont traversés, qui vont nous traverser en psychiatrie. La première vague, c'est quand les premiers cas Covid sont arrivés dans les services de psychiatrie. Donc voilà, nous par exemple dans le service, on a eu tout de suite des cas, quoi. Et donc on a dû réorganiser les choses en faisant, sous prétexte du Covid, et parce qu'on devait le faire, l'inverse de ce qu'on fait pour soigner les gens en psychiatrie. C'est-à-dire en psychiatrie, tout votre travail, normalement, est dédié à créer du lien social. Alors, l'isolement, la distanciation physique, parce que là aussi, il y a une esbrouffe, ce n'est pas de distanciation sociale dont il faut parler, c'est une distanciation physique. La distanciation physique remet des blouses, remet des barrières entre les patients et nous-mêmes. En tout cas, dans nos lieux à nous qui travaillent l'ambiance, eh ben, c'est remettre de l'aliénation, c'est-à-dire c'est remettre de la distance, c'est remettre finalement voilà, une barrière qui est à la fois physique mais en même temps psychique, hein. Et du coup, tout le travail, pour moi en tout cas, et pour les collègues qui travaillent comme ça, c'est la psychiatrie, elle est faite pour faire tomber les barrières et les frontières. Et voilà. Donc, on a dû, si vous voulez, un mois avant la crise du Covid, si on m'avait demandé, si on m'avait dit que je demanderais des blouses, que je demanderais du gel hydroalcoolique, que je demanderais des masques, etc., voire même que je fermerais le service, parce que notre service, c'est un service ouvert depuis plusieurs années, depuis 7 ans maintenant. On reçoit tout le monde, des patients en hospitalisation à la demande du représentant de l'État, tiers, en hospitalisation libre, etc. Mais le travail d'ambiance fait qu'on peut ouvrir la porte et qu'on se fait tous confiance mutuellement. Bon. Et là, on a dû fermer la porte. Alors ça aussi, ça a été quelque chose d'important parce que la liberté de circulation, pour nous, c'est un des piliers du soin psychiatrique, quoi, du soin psychique. Bon. Donc, on a dû faire l'inverse de ce qu'on fait. Moi, je l'ai appelé cette psychiatrie confinée une antipsychiatrie covidienne, c'est-à-dire elle nous fait revenir sur tout ce qui fait le soin psychique. Voilà. Donc, il a fallu à la fois lever soit le déni dans lequel nous étions tous en tant que citoyens de cette crise, hein, ce qu'on a entendu partout, c'est qu'une grippe, etc. etc. Ensuite, il a fallu faire avec l'angoisse de ne pas savoir comment mettre en place des choses dans cette situation, mais de devoir les mettre en place quand même rapidement. Et du coup aussi, nous, voilà, le service a été confiné très vite, donc on a pris des mesures d'hygiène très vite. Bon, on a tout expliqué avec les patients et puis on a aménagé des choses aussi. Par exemple, on a pris sur nous de faire fumer les patients dans leur chambre. C'est-à-dire qu'on a pulvérisé le temps de l'épidémie la loi E20 parce que comme nous, on n'a pas de balcon dans le service, les gens ne peuvent pas fumer. Et puis, on était très content d'avoir très rapidement les recommandations du contrôleur des libertés qu'on avait déjà mises en place, quoi. Par exemple, les patients qui sont hospitalisés sous contrainte, leurs droits doivent continuer, ils doivent pouvoir voir le juge, ils doivent pouvoir contester leurs hospitalisations, etc. Bon. Donc, si vous voulez, dans les pratiques, nous, ce qu'on a fait directement, c'est le service, voilà, on l'a confiné. Le dispositif ambulatoire, on a fermé l'hôpital de jour et le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. On fait des activités thérapeutiques et des accueils avec les patients. Et on a tout regroupé sur le centre médico-psychologique avec une réunion tous les matins et en réorganisant les pratiques autour de visites à domicile, entretien téléphonique et puis de groupes thérapeutiques par la radio, hein, puisqu'on fait une radio avec les patients. Et voilà, donc on s'est servi du support radiophonique, c'est-à-dire que la matérialité des liens précédentes a été supportée d'une autre matérialité, c'est-à-dire la matérialité de la radio, des appels, etc. Et moi, je suis contre dire que c'est une dématérialisation de la psychiatrie, et je suis même absolument contre ce qui nous est promis là pour la suite. Ça va être la 4e vague dont je vais vous parler, qui est qu'on va se servir de cette crise pour renforcer le néolibéralisme, pour renforcer les pratiques déshumanisantes. Alors, ça, et je vais y revenir, toute la crise du Covid vient sur un fond dont on parle dans le bouquin avec Rachel Knabel et puis Lauriane Bellassène, qui est à la fois la catastrophe gestionnaire qui est en cours en psychiatrie depuis des années,
où il y a eu un rapport parlementaire récent de Madame Vonner qui est paru en septembre ou en octobre, et c'est toujours la même chose. C'est ce qui s'est passé aussi avec le lobby fondamental, où maintenant le délégué à la psychiatrie, Franck Bellivier, fait partie de ce lobby-là. C'est de dire, voilà, oui, la psychiatrie est en crise et nous avons les moyens. Ce n'est pas un problème tellement de moyens, en fait, c'est un problème d'organisation. Donc, il faut réorganiser les services avec plus de partenariats publics-privés, comme l'a dit la Caisse des dépôts et consignations le 1er avril là, dans un article révélé par Mediapart. Donc, plus de public-privé, plus de télémédecine, de téléconsultation sous prétexte d'accès aux soins. Mais en fait, la psychiatrie, elle ne peut pas se faire sans la rencontre et la relation. Et donc, on voit bien pour les patients qu'on ne connaissait pas et qui ont fait appel à nous pendant cette crise, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de créer un lien quand vous ne les avez pas vus, quand vous n'avez pas senti leur ambiance psychique en réalité, quand vous n'avez pas pu circuler avec eux, soit dans la cité, soit ailleurs. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué. Du coup, comme d'habitude, et c'est ce qui s'est passé avec le rapport, là, Vonner, qui a été au départ co-signé par Fiat, qui était de dire, voilà, oui, il faut désaliéner la psychiatrie, oui, il faut le virage ambulatoire, oui, il faut arrêter d'enfermer les gens. Ah oui, on souscrit tout à fait, sauf que les propositions vont à rebours de ça, c'est-à-dire que c'est moins de soins, c'est plus de plateformes, plus de diagnostics et d'expertise, en laissant tomber les soins. Et finalement, c'est un détournement de fonds publics pour ouvrir à une offre privée. Donc, si vous voulez, cette catastrophe gestionnaire-là, elle continue. J'en veux pour preuve le fait qu'au Vinatier, qui est le deuxième plus gros hôpital psychiatrique de France, le directeur du Vinatier, qui est aussi président de l'association des directeurs des hôpitaux, continue à fermer des lits. Et oui, il y a toujours 10 millions à éponger, donc on continue. Et là, en ce moment, il y a des soignants qui font des grèves très régulièrement. Il y en a eu 2 la semaine dernière, pendant le confinement, et parce qu'ils ferment des services en disant oui, le déficit ne va pas s'améliorer. Et à côté de ça, on met en place des lignes téléphoniques. Si vous voulez, entre fermer 80 lits et puis mettre en place une ligne téléphonique, bon, arrêtez de me faire rire, quoi. Donc, il y a ça. Il y a le fait que donc, le fonds de catastrophe est toujours présent, bien entendu, comme dans les urgences, ce qu'a dénoncé le collectif Interurgence, comme à l'hôpital général, comme a dénoncé le collectif Interhôpitaux, donc c'est pareil. Donc, si vous voulez, voilà, la première vague, j'en reviens là, elle nous a percuté de plein fouet. Deuxième vague qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que la temporalité de l'urgence, là, elle dure, mais la temporalité précédente, qui est notre travail de psychiatrie, avec des gens qui ne vont pas bien, etc., ça revient. C'est-à-dire que ça n'a jamais disparu. Ça a été plus silencieux. Les gens sont plus restés chez eux, sont plus confinés. Alors, il y a des gens pour qui ça va très bien, le confinement, parce que ça redouble leur isolement psychique. Donc, au fur et à mesure de se confiner, on s'isole avec ses voix, avec ses pensées suicidaires. Et puis, au bout de quelques semaines, c'est-à-dire maintenant, et dans quelques semaines, vous allez de nouveau pas bien. Et du coup, là, on va avoir un redoublement d'une vague d'hospitalisation psychiatrique et qu'on voit arriver là en ce moment, avec des situations qui tenaient voilà, avec nos moyens, à peu près là, de réorganisation, mais là qui maintenant ne tiennent plus. Bon. Et avec toujours l'idée de, attention, si on envoie le patient à l'hôpital, est-ce qu'il ne va pas s'infecter du Covid? Comme il y a beaucoup de patients qui ont des comorbidités, est-ce qu'il ne risque pas de faire des formes graves, etc. Ça, c'est la deuxième vague. La troisième vague, finalement, l'autre chose, c'était aussi de se dire, est-ce que nos patients les plus graves auraient accès aux services de soins somatiques? Parce qu'en général, habituellement, nos patients, ils sont moins bien soignés que la population générale. Donc, est-ce que là aussi, ça va se passer? Il faut dire là, et c'était la deuxième vague, ça, ouais, il faut dire là quand même que là où je suis, en tout cas, on n'a pas eu ça. Il y a eu une bonne coopération avec les somaticiens, avec les services d'hospitalisation. Et moi, dans mon expérience, qui n'est pas l'expérience de tout le monde, là, c'est là où je suis, en tout cas, on n'a pas eu de forme grave pour les patients. Il n'y a personne qui a été en réanimation. Donc, il n'y a pas eu le choix de se dire, bon, voilà, comme dans les EHPAD, où on a laissé tomber une population entière en disant, on leur prescrit du Rivotril et puis qu'ils meurent tranquilles parce qu'on ne va pas emboliser les services de soins. Bon. On n'a pas eu ça là où je me situe, mais par contre, il y a des remontées un petit peu contrastées un peu partout en France. Mais moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus et ce n'est pas mon boulot de faire ça. Et la quatrième vague, la plus grave, c'est celle que je vous ai dite précédemment, c'est la vague gestionnaire. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a une réforme du financement de la psychiatrie. Martine Venner a fait une mission flash en janvier 2018 ou 2019, je ne sais plus bien, pour dire, voilà,
il faut mettre en place une réforme du financement de la psychiatrie qui n'est autre qu'une T2A psychiatrique, qui ne dit pas son nom, avec 8 compartiments de financement. Et là, en fait, la Fédération hospitalière de France dit bah oui, il faut continuer ces travaux. Enfin, il faut avoir aucun espoir dans les réformes qui sont mises en place par ce gouvernement dans la séquence précédente, et puis non plus dans la séquence actuelle. Là, on le voit avec tout à l'heure, là, à 15 heures, le fait que vous, les députés, vous n'allez même pas pouvoir discuter un texte que vous n'aurez pas lu avant, quoi. Nous, en fait, cette réforme-là, elle veut continuer. Alors, sous prétexte de fluidifier les choses, mais en fait, Madame Vonner l'a dit lors d'une session à l'Assemblée nationale à la projection d'un film, elle a dit bah oui, finalement, ce qu'il faut, c'est que le privé puisse faire aussi fonction de service public, le privé lucratif. Et puis, il faut une fusion des tarifications. Donc, la Fédération hospitalière de France milite pour poursuivre cette réforme et qu'elle soit aboutie fin juin, comme s'il n'y avait pas eu la crise. Donc, vous voyez, ça continue. Ça continue aussi la répression dans les hôpitaux psychiatriques, la répression des syndicalistes, des lanceurs d'alerte, etc., comme ce qui s'est passé à Rouen, qui était l'hôpital où il y a eu une grève de la faim. Et puis, ça continue aussi la pénurie en psychiatrie, c'est-à-dire que moi, j'ai des échos de copains dans le sud de la France. Les masques, ils en avaient des périmètres de 2001. 2001. Vous voyez, nous, on en avait des FFP2 de 2013. Il y a des coins où ils n'avaient pas du tout de matériel. Et puis, les hôpitaux psychiatriques étaient considérés comme des troisièmes lignes. Donc, pas besoin forcément de masques. Et puis, alors, faut voir aussi que la cellule de crise mise en place par la Direction générale de l'offre de soins, qui produit des textes toujours en retard sur ce qu'on a déjà mis en place sur le terrain, qui produit finalement une adaptation à la pénurie en cours. Enfin, ce n'est pas notre boulot de prévoir un cadre dans lequel il y a la pénurie. Notre boulot, c'est de prévoir un cadre qui soigne. Et je pense que ça, c'est vrai et pour la psychiatrie, et pour la santé, et pour la société. Ce n'est pas notre boulot de prévoir le fait qu'on n'a pas de masque. Non, nous, on prévoit avec des masques, avec des gels, avec des médicaments non suffisants. Parce que là aussi, nous, en psychiatrie, on est moins touchés, mais la pénurie de médocs qui touche les réanimations, on fait appel à des livraisons de propofol chinois avec des ampoules marquées en chinois, etc., vétérinaires en plus, donc un médicament utilisé en réanimation. Voilà, il y a eu toutes ces pénuries qu'ont connues les services de soins de santé physique, quoi. Nous, on a connu la pénurie de matériel avec des consignes qui variaient. Alors, je ne peux même pas vous montrer sur mon blog Mediapart, j'ai publié, mais le masque qu'on nous a donné à l'hôpital avec des fils qui pendent et tout ça, en nous disant, voilà, on met en place le dispositif, signé pour bien montrer que vous l'avez eu, et comme ça, il n'y aura pas de problème s'il y a un procès ou s'il y a des maladies professionnelles, quoi. Et donc, on a plus l'impression que les tutelles sont là pour se protéger des plaintes à venir et pour camoufler tout un tas de choses que pour nous aider vraiment à soigner au quotidien. Alors là, il faut aussi contraster. On a réussi pendant cette période à faire que des patients qui auparavant ne pouvaient pas aller dans les cliniques privées, les patients soient acceptés pour faire de la place à l'hôpital public. Bon, ça, je dirais, c'était un point positif. Mais si vous voulez, de manière générale, l'autoritarisme précédent, c'est-à-dire la verticalité du pouvoir précédent dans nos institutions à l'hôpital public, elle ne s'est pas arrêtée avec le Covid. Au départ, comme tout le monde était angoissé et ne savait pas comment faire, les directions, les tutelles se sont appuyées sur les expériences de terrain, et heureusement pour nous puisqu'on était réactifs, mais au fur et à mesure, vous aviez une reprise de pouvoir. Moi, dans mon établissement, par exemple, il a fallu se batailler pendant 3 semaines pour avoir des comptes rendus de décision de la cellule de crise. Alors qu'on nous alimente en permanence de il faut des procédures, il faut des comptes rendus, il faut. Et ce qui se passe dans mon établissement, ce n'est pas que dans mon établissement, c'est partout en France, quoi. Par exemple, il y a eu dans un hôpital de banlieue parisienne, il y a eu une note de la direction de l'hôpital disant comment il fallait mettre en chambre d'isolement ou en chambre fermée des patients qui ne respectaient pas les mesures de distanciation physique. Donc, vous voyez, confusion entre isolement psychiatrique et confinement sanitaire. Donc, dans quel monde on vit, quoi? C'est-à-dire que là, il y a la révélation du fait que c'est une sorte de médecine d'État où là-dedans, les professionnels doivent obéir. Mais heureusement que
qu'on a mis en place déjà des contre-pouvoirs locaux pour pas… Enfin, quand je dis on, on est un certain nombre à travailler comme ça, c'est-à-dire essayer d'altérer le pouvoir actuel où il n'y a plus de contre-pouvoir et d'essayer de créer du contre-pouvoir là où on est. Donc, voilà. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça le bilan. Et là, dans le moment où on est, on a des patients. Voilà, moi, hier, j'ai 2 personnes qui sont mortes, une personne qui est morte qui s'est suicidée parce qu'on n'a pas pu l'accompagner comme on aurait fait en temps de non-crise, bien entendu. On a une autre personne qui est morte d'une pathologie physique parce que elle avait, voilà, elle avait plein d'effets secondaires, enfin plein de comorbidités, et puis les effets secondaires des traitements étaient encore plus importants que ce soit les traitements somatiques ou les traitements psychiatriques. Et quelqu'un qui ne serait pas morte et qu'on aurait pu accompagner autrement si on avait pu faire. Enfin, vous voyez, et du coup, les équipes, en tout cas, on fait des réunions nous, tous les matins avec les collègues. L'impression qu'on a, c'est de ne pas faire notre boulot de soins psychiques, de soins psychiatriques. C'est-à-dire qu'on fait un boulot d'urgence, on fait un boulot, on essaye de faire au mieux, mais on sait en tant que professionnel que ça ne suffit pas. Que les tutelles se disent que c'est magnifique, que voilà, ça ne déborde pas. Mais si, concrètement, dans le terrain, ça déborde. Après, la question, c'est nous, nos dispositifs, en général, on les construit pour faire à partir du débordement et pas pour faire taire le débordement, pas pour normaliser le débordement. C'est-à-dire que si vous n'entendez pas quand quelqu'un délire, quand quelqu'un va pas bien, ce qu'il dit de vrai sur sa vie, sur son existence, sur son histoire, sur son lien au monde, vous ne faites pas votre travail. Ça, c'est la psychiatrie un petit peu de tuba essai qui ne fait pas ce travail-là, on va dire. Mais nous, si vous voulez, le travail qu'on doit faire et qu'on tente de faire, c'est de faire à partir de ce que nous proposent les patients, les familles, etc. Et là, on voit que dans cette séquence, on n'arrive pas à bien faire les choses et on s'en rend compte nous-mêmes pour notre exigence de notre travail bien fait, quoi. Ce qui redouble quand même ce qui se passait auparavant dans les hôpitaux psychiatriques, dans cette révolte de la psychiatrie, elle ne s'est pas faite sur des conditions de salaire, elle s'est faite sur des conditions d'accueil des patients. C'est-à-dire que c'était l'un des premiers mouvements qui parlait de l'indignité des conditions d'accueil des patients et très secondairement le fait que les gens sont très mal payés, sont pas reconnus, etc. Mais ce n'était pas ça le moteur de la lutte. Le moteur de la lutte, c'est on ne veut plus nous adapter à la pénurie et voilà, avec cette injonction à il faut s'adapter que parle Barbara Stigler là, dans son ouvrage. Non, on ne veut pas s'adapter à une situation qui est anormale, ce n'est pas possible. Merci pour ce très large panorama. Peut-être pour revenir un petit peu sur les conditions concrètes donc de cette période de coronavirus, vous dites déjà quelque chose de très important, c'est que les gestes barrières et la distanciation physique ont beaucoup altéré la manière dont vous pouviez faire des soins avec cette idée de rencontre, de nécessité voilà, de faire ces soins de manière assez proche. Vous dites qu'il y a eu une adaptation à la pénurie. Alors, vous parlez de la pénurie des médicaments, même si ce n'est pas ce qui vous concerne en premier lieu, mais en tout cas sur les masques, le gel, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Combien de temps vous avez mis à les avoir, à avoir le matériel qu'il vous fallait? Et est-ce que vous en avez suffisamment ou non? Alors, on a un stock limité qui est contingenté. Oui, il y a aussi les tests, bien entendu, dont je n'ai pas parlé, mais il fallait faire avec la pénurie de tests, donc on adaptait nos dispositifs au fait qu'il n'y avait pas de tests. Bon, là, je ne dirais pas que c'est en train de se résoudre, mais c'est en train un peu de s'éclaircir. Combien de temps on a mis? C'est difficile à répondre à cette question parce que comme justement tous les dispositifs prenaient en compte la pénurie sans la dévoiler, je ne peux pas répondre clairement à cette situation. Je peux pas vous le dire exactement. Ça serait. Ce qui est sûr, c'est que nous, voilà, on a fait la débrouille, quoi. C'est-à-dire que les médecins du service, on a été retirer nos masques, et puis pour celles et ceux qui avaient déjà des stocks précédents, on l'a mis à disposition des collègues. Que tout de suite, ceux qui avaient des réseaux de couturiers et couturières, les ont mobilisés, et puis on a eu des dons, quoi, des gens, c'est qu'on connaît pas, ça aussi c'était formidable, quoi. Qui nous ont ramené des choses au CMP, là où je travaille, comme ça, en disant voilà, pour vous. Bon, voilà, on a eu toute cette solidarité-là très concrète et qui ne fait pas de vagues, on peut dire. Après,
il y a des moyens matériels qu'on a eu très vite. Par exemple, on a mis en place une astreinte téléphonique tout de suite. L'établissement nous a fourni des portables tout de suite. Voilà, on a mis en place un dispositif pour soutenir les EHPAD. Pareil, ça a été tout de suite. Moi, je fais un groupe de soutien à l'hôpital général à côté avec des solidarités entre services. Ça, on a pu le mettre en place tout de suite. Enfin, voilà, on a pu faire œuvre de beaucoup de créativité aussi. Un foyer de sans-abri d'un hôpital à côté aussi, on a mis en place des consultes et tout ça. Bon. Donc, si vous voulez, on a pu s'auto-organiser au départ sans trop de problèmes. Donc, après, c'était fait, donc on n'est pas revenu dessus, donc ça, tant mieux. Mais concrètement, par exemple, voilà, ce week-end, voilà, je vous fais un exemple du week-end. Une collègue est de garde, elle a pas de pyjama en tissu. Parce que voilà, les commandes sont en cours, mais il n'y a pas. Par exemple, dans le service, on avait commandé un saturomètre. On n'en avait qu'un dans le service. Le saturomètre, il est en commande parce qu'il y a rupture de stock, donc on n'en a toujours qu'un. On a commandé des thermomètres. On a été obligé d'aller en acheter à la pharmacie du coin des thermomètres normaux. On n'avait plus de lingettes désinfectantes. Bon, là, on en a eu depuis la semaine dernière. Enfin, vous voyez, c'est bon. Et encore, je vous dis que ma situation locale, mais il y a des situations d'autres établissements qui sont beaucoup plus dramatiques que dans le mien, quoi. Si, je voulais quand même faire une aparté quand même. Allez-y. C'est important parce que, si vous voulez, là, ce qui est intéressant à voir, c'est que nos dispositifs de soins dans la durée, c'est-à-dire le temps qu'il faut, nos dispositifs de secteur, on prend les gens, on les suit, ça peut être quelques semaines, quelques mois, des années, toute la vie, ça dépend, on s'adapte au mieux pour tout le monde, n'ont pas fermé. Les dispositifs d'expertise, d'évaluation, les centres experts et tout ça, on les a appelés pour savoir s'ils étaient ouverts ou fermés. La plupart sont fermés. C'est-à-dire que tout le détournement de fonds d'une psychiatrie de diagnostic au détriment d'une psychiatrie de soins ou d'une psychiatrie de diagnostic et de recherche au détriment d'une psychiatrie de soins, on voit que dans les périodes de crise, heureusement qu'il y a la psychiatrie de soins qui continue à tenir la boutique. C'est une aparté qui est importante parce qu'il faudra le retenir pour l'après, ça. Voilà. Et puis, donc voilà, parenthèse fermée. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est pour le matériel. Voilà, on a le grand problème. Alors, les tests pour les personnels, que nenni. Hein. Moi, j'avais des collègues qui ont été en contact, des collègues du service d'hospitalisation avec une personne qui venait d'un EHPAD qui était dite comme étant négative. En fait, c'était faux. Elle a décompensé son Covid et tout ça. J'ai prescrit moi-même les sérologies à toute l'équipe. Mais parce que la médecine du travail, pendant ce temps-là, ils ne reçoivent plus sur site. Il faut prendre rendez-vous à distance, c'est compliqué. Là aussi, c'est par les réseaux de débrouille des soignants. Il y a une collègue aide-soignante qui a dit voilà, dans mon coin, dans l'Oise, il y a ce labo qui fait les sérologies. Voilà, est-ce que. Et du coup, les tests, ils coûtent 45 €. Ce n'est pas pris en charge pour le moment, c'est-à-dire que c'est à leurs frais. Hein. Etc. On a eu pas mal de collègues arrêtés. Moi, j'ai même une collègue qui a fait un AVC quoi, du fait du Covid, grave. Quoi. Mais bon, est-ce que c'est le Covid ou pas? Il n'y a pas eu forcément de test. Vous voyez. Donc là aussi, c'est sorti dans Mediapart là, il y a 3 jours. Les soignants, on ne sait pas la proportion qui est touchée. Et c'est très anxiogène aussi parce qu'on se dit, est-ce qu'on va contaminer les gens? Est-ce qu'on contamine nos proches? Est-ce qu'on contamine les patients? Enfin bon, vous voyez, voilà, s'il n'y a pas une politique de dépistage massif, notamment des soignants, et puis parce que les remontées, franchement, la Direction générale de la santé qui met des semaines et des semaines à faire remonter les cas de soignants touchés, c'est scandaleux. La PHP là aussi, c'est scandaleux qui dit vous avez le Covid, vous continuez d'aller travailler, sinon ça va contre la continuité des soins. Là, c'est la note de la direction de la PHP. Enfin bon, dans quel monde on vit quoi. Donc, vous voyez, c'est ça qui est terrible avec l'héroïsme. C'est-à-dire que tout ce discours d'héroïsation de guerre, c'est un discours projectif du pouvoir qui est en guerre sociale, qui s'héroïse lui-même parce que les chefs de guerre se considèrent eux-mêmes comme des héros, donc il faut qu'ils projettent ça sur les soignants. Enfin, ça suffit, on n'est pas des héros. Ce qu'on veut concrètement, c'est avoir les moyens de bosser. Vous voyez. Et ce n'est pas qu'on nous rassure.
merci, ça, on s'en occupe et on discute entre nous. C'est pas être rassuré, c'est avoir les moyens de travailler. Enfin, vous voyez, et la pénurie là, elle nous oblige à faire avec le fait qu'on n'ait pas les moyens de travailler et dans un temps long. Tout comme, alors, j'en viens à un autre moment là, c'est le déconfinement. Moi, ma position, c'est d'organiser les choses à la mesure de notre secteur, là, de notre service. On ne va pas tenir compte des recommandations nationales et je veux dire, je ne vais pas les attendre. C'est-à-dire que nous, on s'est dit que pendant plusieurs semaines, on va continuer le même fonctionnement que là. On va voir ce qui va se passer dans la société en termes de confusion, d'angoisse, d'injonctions contradictoires et paradoxales. Déjà que nos patients sont sensibles mais nos patients, mais nous tous en tant que citoyens, quoi, on est sensible aux allers-retours permanents. On va essayer de filtrer tout ça parce que la folie du lien social actuellement et de la société, elle est majeure et donc on va essayer de la filtrer. Ce qu'on voit qui est impossible à faire par l'État. Alors l'État n'arrive absolument pas à filtrer, c'est-à-dire que quand vous avez des injonctions paradoxales, je vous raconte mon 1er mai. Non, 1er mai, je ne vous raconte pas Il parce que ce arrive. n'est pas encore. Je vous raconte mon… Il arrive, ça sera, je fêterai le travail. Il arrive le 1er avril. 1er avril, on reçoit dans nos boîtes mail un courrier de remerciement du directeur général de l'ARS Île-de-France, remerciant les directions des hôpitaux et les médecins. Bon, alors les paramédicaux là-dedans, voilà, c'est toujours la même chose, la hiérarchie. Alors que c'est eux qui font tourner la service, hein, les ASH, les aides-soignants, les infirmiers, les secrétaires, les psychomotes, les assistantes sociales, bon, bref, tout le monde, les services techniques. On reçoit remerciements pour notre dévouement et la gratitude du directeur général de l'ARS à notre égard. Et c'est le même jour où est révélée la Caisse des dépôts et consignations, leur note là, disant qu'on va continuer comme d'habitude. C'est-à-dire que vous voyez, voilà, on a, dans ce moment-là, on a la cristallisation de deux choses. La cristallisation de ces discours positifs qui ont pour fonction un peu de nous endormir, hein, tous les éléments de langage, la novlangue, et de la santé mentale positive, hein, comment réussir sa vie, ça c'était dans tous les rapports gouvernementaux depuis des années. Voilà, la santé mentale positive, c'est comment vous maîtrisez votre vie et comment vous réussissez votre vie selon les normes de la société, qui sont les normes de la société concurrentielle. Alors vous voyez, quand il y a des rapports d'État qui vous disent que c'est qu'une vie réussie, eh ben, le contrepoint de ça, c'est qu'il y a des vies qui sont inutiles et qu'on peut laisser crever, ce qui s'est passé dans les EHPAD. Vous voyez, et je crois vraiment qu'il faut aussi qu'on soit lucide pour l'après, que tous ces discours positifs et ces pratiques de psychologie positive ont pour corollaire un négatif occulté, silencieux, qui est que ça conduit à des morts réelles. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire, non pas avec que l'espoir de lendemain qui chante. Il faut aussi faire avec la catastrophe et le désespoir qu'on vit tous en ce moment, mais ce désespoir, ce n'est pas forcément négatif. Le désespoir, ça peut être aussi un point de lucidité qui peut nous permettre de réorganiser autrement la société. Et une société de soins, comme un collectif de soins, comme on peut le vivre nous localement dans le service ou à l'hôpital public. Vous voyez, faudra s'en souvenir ça aussi pour après. Les éléments de langage, on aura le bol, quoi. Parlons avec nos vrais mots et surtout, arrêtons de penser que la parole donnée va tenir. Parce que là, ce qu'on a vu dans la séquence politique, je rappelle, ça aussi, ça a été un truc fort pour nous, soignants, mais pour nous, citoyens, que le Conseil des ministres du samedi, le 14, je crois que c'était le 14 mars, Oui. il fasse passer le 49.3 pour la réforme des retraites, c'est une honte. C'est une honte pour plusieurs choses. Un, parce que c'est une confusion des plans et des registres. Deux, parce que, voilà, quelle était l'autre possibilité pour un certain nombre de gens que de sortir dans la rue et donc de possiblement se contaminer, etc. Pareil pour les municipales le lendemain, etc. Enfin, il faut arrêter ces confusions de plans permanentes et il faut arrêter aussi cette trahison de la parole donnée. Normalement, le politique est là pour agir et il donne sa parole en fonction des actes qu'il a faits, pas en fonction des actes qu'il doit faire ou qu'il va faire. Et là aussi, il va y avoir un renversement à opérer de manière drastique et radicale. Effectivement. On va revenir sur l'après juste dans un moment parce que j'ai deux autres questions à vous poser sur
Un peu encore pendant le pendant, mais ça va revenir un peu à l'avant. Et puis sur l'avant aussi, sur dans quel état, vous en avez déjà parlé, mais pour approfondir un peu. La première chose, c'est que vous avez dit tout à l'heure, j'ai eu des craintes parce que nos patients, ils sont déjà moins bien soignés que les autres d'habitude. Et on a eu de la chance localement, on n'a pas eu de forme grave, donc on n'a pas eu à gérer un éventuel tri qui aurait été fait comme il se passe dans les EHPAD en disant, bon, bah, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est bah, celui-là, il est trop vieux, il est trop malade, trop. Donc ça, vous n'avez pas eu à le vivre. Est-ce que vous pouvez développer un peu pourquoi est-ce que vos patients sont moins bien soignés que les autres? Et puis, deuxième question qui prolongera un peu. Voilà, cette crise, elle arrive, elle exacerbe plein de choses, mais elle arrive, et vous l'avez dit, avec des grèves qui ont été faites avant, notamment pas que sur la question des salaires et des moyens, mais sur la question de ce pourquoi vous avez choisi ce métier, en fait, de soigner les gens, de la question de l'indignité de l'accueil, et du coup, du malaise aussi que ça crée chez plein de gens de ne pas pouvoir faire son travail correctement, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire un petit état des lieux aussi de ce qui s'est passé depuis plusieurs années, et particulièrement sous Emmanuel Macron? Alors, la question, c'est le vieux feu, le vieux feu, oui. Le vieux fond de ségrégation, euh, voilà, historique, ancré dans les sous-bassements de nos sociétés, concernant la maladie mentale, concernant la folie, comme on disait précédemment, c'est-à-dire cette vieille pulsion eugéniste concernant la maladie mentale qu'on vit dans les moments de catastrophe, elle n'a pas disparu avec les discours de déstigmatisation, il faut déstigmatiser la maladie mentale. Non, elle agit toujours en profondeur. Alors, par exemple, quand habituellement vous envoyez un patient psychiatrique qui est hospitalisé à l'hôpital général, ce qui est mon cas très régulièrement là où je travaille, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il décompense un problème, je ne sais pas, respiratoire, de diabète, etc. Et ben, souvent, on vous le renvoie sans qu'il y ait eu les bilans qui ont été faits, ou alors ça a été fait, mais rapidement. Et puis, de toute façon, il est schizophrène. Vous voyez, ça, dans les pratiques, on est confronté à ça régulièrement, et dans la réalité. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait comme ça veut pas dire, mais il y a quand même ce vieux fond de ségrégation pour ceux qui débordent trop de la norme. Bon. Du coup, si vous voulez, ce préjugé-là, quand on s'est dit bah, il va être actif par rapport à la réanimation, par rapport aux soins physiques, etc., bah, en fait, bah, voilà, je vous dis, moi, je ne l'ai pas vu dans mon exercice. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Et l'autre chose, c'est par rapport à ce que vous disiez, bon, la séquence Macron, c'est la poursuite en accéléré, hein, parce qu'il faut aller vite, d'une séquence qui dure depuis de longues années déjà. C'était le cas sous Hollande, c'était le cas sous Sarkozy. Alors, Sarkozy, ça a été le moment sécuritaire. Après Hollande, ça a été la poursuite de l'antipsychiatrie gestionnaire, c'est-à-dire que sous prétexte de discours de désaliénation, de déstigmatisation, on va abandonner les gens, on va les externer de manière contrainte, et on va se servir du fonds sécuritaire précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à faire sortir un patient de l'hôpital, puis il sortira sous contrainte, il sera obligé de venir, etc. Et donc là-dessus, on ne travaille pas la relation et la capacité qu'a la personne à faire avec son existence et avec ses problèmes. Ce n'est pas ça. La question, c'est comment on le normalise, quoi. Donc avec le fonds sécuritaire, avec le fonds gestionnaire. C'est-à-dire que les patients qui sont déstigmatisés, c'est ceux qui se plient aux normes qu'on a construites pour eux auparavant. C'est-à-dire qui prennent bien leur traitement, qui font bien ce qu'on leur demande, etc. Celles et ceux qui ne sont pas en capacité, parce qu'ils vont trop mal, de faire ce qu'on attend d'eux, eh bien, soit ils vont dans les dispositifs de sécurité, soit ils vont dans les dispositifs d'abandon, de constituer la rue, la prison, le renfermement, etc. Donc, sous la séquence Macron, si vous voulez, c'est vraiment l'intensification des politiques néolibérales quoi, en psychiatrie, c'est-à-dire avec ce discours pervers et puis ces pratiques perverses qui sont de se servir des discours contestataires, voire radicaux. C'est-à-dire que le rapport Wehner commence par une citation de Lucien Bonafé, qui est psychiatre des aliénistes, qui dit on juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous, ses déviants, ses marges.
et par la première page d'introduction sur le printemps de la psychiatrie, où ça fait en effet des années qu'on lutte avec le collectif des 39, avec tout un tas de gens, patients, soignants, familles, pour faire changer les choses. Donc, ils se servent de ça pour renforcer la crise. Et puis, alors là, ce qu'on a vu aussi d'accélération, c'est dans le champ de l'autisme et du handicap, avec une Sophie Cluzel qui peut dire que les personnes qui ont des troubles autistiques, troubles du neurodéveloppement, donc maintenant c'est plus des troubles psychiatriques, d'accord, pourquoi pas, n'ont plus rien à faire devant des psychiatres. Sauf quand leur plateforme, ça ne marche pas, quand tout le monde est débordé, eh ben, les gamins ou les adultes, eh ben, ils finissent en crise aux urgences et ils sont hospitalisés en psychiatrie. Et comme la psychiatrie, on leur a dit, vous vous occupez plus des autistes, ils sont mal accueillis par les services de psychiatrie. Vous voyez, donc voilà, donc dans le champ du handicap et dans le champ de l'autisme, c'est vraiment un laboratoire, le champ de l'autisme pour ça, de la mise en place des plateformes. La plateformisation, l'ubérisation des soins, elle s'est intensifiée sous Macron. Elle s'est intensifiée. Alors, j'ai plein d'exemples de ça. Et la nomination du délégué à la psychiatrie, là, qui, quand il est interviewé, parle de méditation pleine conscience comme pour résoudre tout un tas de problèmes. Si vous voulez, vous avez des éléments de discours moi, que j'avais analysés dans le bouquin sur la santé mentale, là, ce que j'ai appelé le fondamentalisme, parce que ça vient du lobby fondamental. Vous avez toujours 4 énoncés. La santé mentale est une priorité de santé publique, la mauvaise santé mentale coûte cher, 3-4% du PIB, 20-25% de la population sera un jour touchée, et la maladie mentale est une maladie comme les autres. Vous avez ces 4 énoncés, ce qui veut dire que vous pouvez économiser, 3-4% du PIB, si vous arrivez à faire des choses, vous allez économiser, voilà, que 20-25% des Français touchés. Alors, dans le rapport Vonner, c'est plus un Français sur 5, c'est un Français sur 3. Vous voyez, c'est une logique qui ne fait que d'augmenter. Mais pourquoi? Parce que si vous ne dites jamais où sont les seuils des troubles, si vous dites par exemple un jour vous avez une insomnie, une fois vous avez un trouble de santé mentale, voilà, tous les Français auront un trouble de santé mentale, ce sera 100%. Donc, du côté de la psychiatrie et de la santé mentale, ça permet de dire il faut investir dans ce domaine, mais la face inverse de ça, c'est qu'il faut investir dans le domaine de la normalisation des gens. Et nous, dans les services psychiatriques, que ce soit le public, l'associatif et tout ça, et voir des lieux privés qui fonctionnent comme étant faisant fonction de service public, ça ne nous va pas du tout. Ça ne nous va pas du tout parce que ce qu'on voit concrètement, c'est qu'on abandonne les plus fragiles. Et les abandonner, c'est conduire à du suicide, voire c'est conduire à de la relégation. Voilà, le scandale des personnes qui sont dans des institutions en Belgique. Alors, les institutions belges, elles sont sympas, ce n'est pas ça le problème. Mais les conseils généraux ne financent plus des structures de soins des institutions, ils financent des plateformes. Et les institutions, à la frontière avec la Belgique, vous avez plein d'institutions du côté de la Belgique financées par les conseils généraux et un peu par la Sécu, où on délocalise nos patients, et loin de leur famille. Moi j'ai des collègues qui travaillent à Lavore, ils racontent qu'ils ont des patients de Lavore qui sont transférés en Belgique parce qu'il n'y a pas de place dans le médico-social. Vous voyez, et ça, si vous voulez, malgré toutes les annonces de il faut investir, le plan Buzyn pour la psychiatrie, mais alors une arnaque totale. Ils ont mis en place un fonds d'innovation organisationnelle. Parce que, comme le dit Fondamental, et c'est la politique du gouvernement, le problème n'est pas un problème de moyens et pas un problème de personnel, c'est un problème d'organisation. Et donc, ils réorganisent, ils font de l'innovation organisationnelle pour qu'on crée des dispositifs qui font avec la pénurie. Pareil qu'en ce moment avec la crise du Covid. C'est-à-dire que ce fonds-là, on le connaît bien en psychiatrie parce qu'on en est abreuvé en permanence et nos tutelles, que ce soit les ministères, les ARS, les directions des hôpitaux, ils sont dans cette logique-là et ils ne sont pas dans une logique de défendre les pratiques de terrain, mais ils sont dans une logique de nous faire plier à ce qui est attendu d'en haut. Et ça, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que ce fonds de révolte, il a commencé à germer avec des luttes vraiment radicales. Mais ce que je souligne quand même, c'est que dans toutes ces luttes radicales, les gens qui sont perchés sur un toit d'un hôpital pendant 18 jours, qui ont fait des grèves de la faim pendant une vingtaine de jours, qui ont investi le rond-point devant l'hôpital, les Pinel en lutte pendant 3 mois, 120 jours, 90 nuits, etc., même plus que ça, à Niort, etc., pendant 240 jours, tous ces gens-là ont créé, d'abord, c'est les patients, la plupart du temps, qui sont venus leur demander comment ils allaient, leur apporter de l'eau sur le toit, s'inquiéter pour eux. Donc là aussi, voilà, le partage
de ce que c'est que l'humanité entre patients, soignants, ça s'est fait en acte. Et ça a aussi décentré les soignants qui étaient en lutte de qu'est-ce que c'est qu'un rapport vivant avec les patients. Certains ont éprouvé des choses qu'ils n'avaient jamais éprouvées avant parce que les lieux de soins étaient tellement détruits, ils faisaient tellement peu de place à la relation thérapeutique que ils ont éprouvé dans ces luttes-là des relations d'affection, d'amitié, de travail, on peut dire, avec les patients, avec les familles, etc. Donc, ça a modifié des choses. Sauf que après, la répression est arrivée. Mais une répression dure. Hein. On a fait l'Assemblée générale du printemps de la psychiatrie au théâtre John Villiers le 30 novembre dernier, où il y avait une cinquantaine de lieux de toute la France qui sont venus, soignants, patients, voilà, il y avait énormément de monde. Ce que les soignants disaient un petit peu partout, c'est le degré de répression des tutelles, et notamment des directions, qui ne supportent pas et qui nous tiennent aussi avec le devoir de réserve. Hein. C'est pareil au collectif Interurgence. Les gens qui se sont plaints des conditions d'accueil aux patients des urgences, des morts, etc., eh bien, la PHP, etc., les balances de devoirs de réserve et de sanctions disciplinaires. Et donc là aussi, il va falloir tempérer la question du devoir de réserve et le droit d'information de tous les citoyens de ce qui se passe dans les institutions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner la question du droit fondamental des patients et des soignants et de tout le monde, quoi. Je suis un peu long. Non, c'est vraiment très intéressant. Et puis, je pense qu'effectivement, le devoir de réserve et les sanctions qui sont mises sur celles et ceux qui osent faire lutte, qui osent parler sur ce qui se passe en fait dans leur métier, dans leur service, c'est aussi une manière de bâillonner les gens plutôt que de régler les problèmes, quoi, qui est quand même vraiment insupportable. Et pour aller un peu sur l'après, parce que pour le coup, là, on parlait du nombre de jours de grève impressionnant avec des grèves extrêmement dures. Vous avez parlé notamment de la grève de la faim, mais des grèves extrêmement dures qui ont été poussées très loin avec un autoritarisme extrêmement fort de ce gouvernement. Vous avez déjà partagé plusieurs craintes pour la suite, que derrière les discours de rien ne sera plus jamais comme avant, vous dites on continue à fermer des lits. Le risque, c'est d'accélérer la destruction des services de psychiatrie, de déshumaniser la psychiatrie en utilisant notamment les outils numériques, en n'ayant plus la rencontre. Et est-ce que, alors, si vous avez envie de développer plus sur ces craintes, n'hésitez pas. Et puis, quelles sont les revendications aussi que vous portez, notamment avec le printemps de la psychiatrie? Parce que cette période de choc qu'on vit, ça peut être un nouveau choc néolibéral et malheureusement avec le gouvernement qu'on a, je le crains, mais ça peut être aussi un moment où de ce choc terrible qui est en train de vivre le pays, il y a un basculement, une rupture qui se fait avec ce monde d'avant, notamment parce que plein de gens comprennent maintenant ce que ça veut dire les services publics, l'engagement des soignants, et je pense que pour le coup, il y aura quand même une mobilisation de la population pour les soutenir, enfin j'espère. Voilà, si on avait un rapport de force qui changeait, quelles seraient les revendications à mettre en place à court terme et peut-être plus à moyen terme aussi? Alors oui, on est dans un moment de pervertibilité, c'est-à-dire ça peut basculer vers le meilleur comme ça peut basculer vers le pire. Là, il y a plein d'appels en ce moment. Là, le dernier, c'est bas les masques. Il y a un appel à toute la société civile, à tous les gens, les premiers de corvée, il est noté dans l'appel. Voilà, et à se soulever. Les revendications, en fait, de comment réorganiser la psychiatrie, c'est la même chose que les réorganisations au niveau de la société. C'est-à-dire, comment on pense une nouvelle écologie psychique, comme on pense une nouvelle écologie ou un nouveau lien au-delà de l'écologie au milieu, c'est-à-dire aux relations, aux interrelations existentielles humaines et puis au-delà humaines entre voilà, la nature, bon, etc. Et donc ça, ce nouveau registre de relations et ces nouvelles formes d'auto-organisation, eh bien, il va falloir les pousser. Mais moi, je pense que bon, c'est le principe qui doit un peu nous guider, c'est un petit peu celui que Dardot et Laval développent là, dans leur bouquin commun, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire s'organiser à partir localement, là où on est, c'est-à-dire au niveau micropolitique, dans notre pratique de vie, en tant que citoyen, dans une famille, etc., dans nos pratiques très concrètes de travail. Comment, et ça, on va laisser la place aux gens à s'auto-organiser. Parce que, et je pense que vraiment l'auto-organisation, l'autogestion,
dans un cadre qui la permette, mais pas dans un cadre qui la permette pour faire avec les pénuries et pour renforcer toujours la logique de concurrence. Parce que ça, finalement, cette logique-là, on l'a connue avant avec les nudges. C'est-à-dire, il y a un cadre contraint, débrouillez-vous, auto-organisez-vous, mais dépassez pas du cadre. Non, nous, il faut qu'au niveau des soins et de la société, ces cadres qu'on met en place, ils supportent leur propre subversion. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à faire encore plus mieux dans l'accueil, on peut dire, inconditionnel. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut, que tout ça, c'est à partir des pratiques que ça va se réorganiser. Ce n'est pas à partir d'idéologie, ce n'est pas à partir de grands discours venus d'en haut, etc. C'est à partir de comment les gens, dans des pratiques et dans des liens entre des pratiques différentes, par exemple en psychiatrie, comment la pratique du droit des patients, elle peut s'articuler à la pratique de la vie quotidienne. Par exemple, quand vous faites une réunion soignant-soigné dans une unité d'hospitalisation, qu'il y a des choses qui ne vous vont pas parce que vous n'avez pas suffisamment de lait, de beurre, de machin, ah bah, vous faites un courrier à la commission des usagers, mais qui est la commission des usagers? Ah bah, c'est des représentants, mais comment on fait? Et puis là, du coup, les patients se mettent en association et nous, on soutient ça pour faire contre-pouvoir, mais des fois même contre-pouvoir contre nous. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir si on arrive à refaire du contre-pouvoir, mais pas le même que la logique précédente, bloc contre bloc. Ça n'existe plus, ça a été pulvérisé. C'est comment on va pouvoir faire contre-pouvoir à partir de tout ce qui s'est développé dans les luttes qui, pour l'instant, sont défaites, mais qui laissent un sillon dans la société. La lutte des gilets jaunes, des ronds-points, parce que je pense que sur les ronds-points, ça recrée de la vie quotidienne et du partage et une sorte d'émancipation concrète et de rencontre de l'autre. C'est par là qu'on va s'en sortir. Voilà. Je pense que c'est à partir du partage concret de la réalité. Et je pense aussi qu'on va s'en sortir à partir de mettre en rapport nos actes précédents avec nos discours ensuite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des discours d'où sortent les actes. Ça, c'est de l'idéologie ou du pipeau. Et vous voyez, on essaye de se démerder là où on est, et puis voyons si on arrive à transformer les choses. Et ça, c'est pareil pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en général, les travailleurs savent plus ce qu'il faut pour leur outil de travail, ce qu'il faut faire. C'est toute la logique de la psychodynamique du travail, ou la clinique de l'activité, qui est de dire si les travailleurs répondaient aux prescriptions de leur hiérarchie, rien ne marcherait. Alors, il y a une façon de bloquer quand même, c'est la grève du zèle. Si on répond à tous les protocoles, il n'y a rien qui marche. Voilà, vous voyez, et donc cette folie gestionnaire de penser que c'est par les protocoles qu'on va se sauver, ça peut être une orientation, ça peut nous aider, mais ce n'est pas ça qui définit le travail concret, le travail réel. Bon. Donc, peut-être remettre le réel au centre, et au sens, oui, parce que finalement, tous nos métiers ont perdu du sens parce qu'ils ne sont plus en phase avec le réel qu'on ressent et ce qui nous est prescrit comme étant la réalité venue d'en haut. Donc, bon, ça, c'est de manière générale. Au niveau de la psychiatrie, je pense que refaire une place à la relation de soins, relation qui n'est pas juste entre le psychiatre et son patient, mais entre le collectif de soins. Donc, pour être collectif de soins, il faut qu'il y ait des espaces collectifs, il faut que le collectif se crée, il faut qu'il y ait des réunions entre les gens, de la circulation, etc. Le collectif de soins, c'est aussi avec les familles, avec le milieu, avec la cité, et refaire une place d'organisation qui soit locale. Et ce n'est pas les territoires de santé au sens de la loi de santé ou de Ma Santé 2022 qui sont des espèces d'énormes trucs homogènes, déshumanisés, où, par exemple, si vous travaillez dans un territoire de santé, vous ne savez pas quels sont les patients. Voilà, dans le secteur, on a une file active d'à peu près 1000 personnes. J'en connais un bon nombre, ce qui permet quand même d'avoir une continuité psychique pour l'équipe et pour soi, et ce qui permet d'être beaucoup plus efficace. Et c'est beaucoup plus efficace quand vous connaissez quelqu'un à l'hôpital et que juste après, vous allez le voir au CMP, ça fait des liens, etc. Donc, recréer de la continuité et arrêter avec la fragmentation des paniers de soins. C'est-à-dire qu'on a la séquence précédente avec le rapport Laforcade et tous les rapports de psychiatrie, c'était de substituer à une continuité du lien humain, d'équipe, une pseudo-continuité de dispositif. C'est-à-dire que vous vous baladez avec votre panier de soins, vous avez un petit peu 2 heures par-ci dans une institution, 2 heures par-là dans tel cabinet privé qui vous prend en charge, 2 heures par-ci. Et puis avec des gens qui ne se parlent pas, avec des gens qui vont de plus en plus mal et qui ne peuvent pas s'appuyer sur des gens qui se parlent entre eux. C'est ça qui soigne en psychiatrie.
Et par exemple, c'est hallucinant le nombre de remontées qu'on a du fait qu'il n'y a plus de réunion d'équipe dans les services. Il n'y a plus de discussion clinique dans les services. On parle de plus en plus de scanners et de bilans biologiques que les patients nous le disent. Hein, ils nous disent, bah voilà, souvent, ils viennent nous voir et ils nous disent, bah voilà, souvent, on nous a jamais demandé, mais qu'est-ce qui nous a rendu comme ça? C'est-à-dire comment ils peuvent inscrire leur trouble psychique dans leur histoire. Et puis, arrêter de penser qu'on a la solution à la place des personnes, à la place des patients, et que le travail utilitariste est l'espoir de la guérison. Parce que c'est ça qu'on nous vend avec les dispositifs actuels, c'est que vous êtes guéri si vous êtes réhabilité, si vous prenez bien vos médicaments toute votre vie, parce que c'est une maladie chronique comme les autres. Or, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce que la personne doit prendre toute sa vie ou le temps qu'il faut? Le temps qu'il faut, c'est indéterminé. Moi, j'en sais rien. Et est-ce que le temps qu'il est fait dans la société normative utilitariste actuelle, c'est vraiment une guérison? S'adapter aux conditions de travail dégueulasses qu'il y a en ce moment, moi, je ne vois pas ça comme une guérison. Hein. Si on s'adapte à une aliénation qui est très grande, moi, ça ne me va pas. Et donc, il va y avoir tout ça à repenser. Et finalement, c'est ce que nous, on a vu avec, je vous parlais du truc tout à l'heure, ou avec les luttes et le printemps de la psychiatrie, c'est qu'il y a des nouvelles formes de liens dans les lieux, des nouvelles circulations. Mais ces nouvelles circulations, elles nous touchent en tant que soignants, en tant que patients, en tant que citoyens, et elles nous transforment. Voyez, et c'est cette transformation-là sur laquelle on va pouvoir compter. Et l'époque, elle a une intensification des liens. Enfin, moi, je vois ça, et la crise du Covid, elle a montré ça aussi. Peut-être dernière question, et puis vous me direz si vous avez envie de rajouter des choses, même si c'était vraiment très riche. Pour la période de confinement et de déconfinement, beaucoup alertent sur la non prise en compte ou la prise en compte insuffisante des impacts psychologiques du confinement dans la population générale. Vous avez dit tout à l'heure, des personnes qui pouvaient déjà avoir des fragilités ont été confinées avec des pensées suicidaires, et donc tout ça n'a pas disparu et va réapparaître encore plus fortement. Est-ce que vous craignez aussi qu'il y ait des nouvelles personnes qui aient peut-être développé des troubles du fait de cette période avec parfois des confinements qui, dans des situations sociales très dures, ont été compliquées. Voilà. Comment est-ce que vous voyez aussi cette période de déconfinement et quelles sont vos craintes autour de ça? Alors, je vais vous dire ce que je pense. Ça recoupe ma réalité de travail à moi. C'est à partir de là que je parle et que je pense. Le confinement, il vient sur le fond de la structuration psychique précédente de la personne. Il y a des personnes qui ont l'habitude de faire avec la catastrophe. Eh ben, elles ont eu l'habitude de faire aussi avec cette nouvelle catastrophe. Il y a des personnes qui ont eu des traumatismes graves et qui ont fait avec des catastrophes comme ça, qui ont décompensé. Ben, du coup, là, qui se mettent en sommeil, qui s'isolent, ça va, elles supportent le confinement, mais elles le supportent trop bien, justement, ce que je vous disais. Et quand il va falloir qu'elles en ressortent, ben, c'est là où il va y avoir des soucis. Et puis, il y a finalement la population générale, tout le monde, là, a partagé une expérience qui est plurielle. Personne n'a la même expérience de ce que c'est que d'être enfermé chez soi. Hein. Donc, mais chacun a donc une expérience par rapport à ce fait-là. Et puis là aussi, en fonction de est-ce qu'il va y avoir des solidarités ou est-ce qu'il y a eu des solidarités familiales, de groupe dans le quartier, etc. Est-ce que c'était déjà détruit à l'intérieur du cercle familial? Est-ce qu'il y avait déjà de la violence? Ben voilà, ça, je pense que ça a cristallisé, ça a intensifié ce qui n'allait pas ou ce qui allait. Et donc, mais par contre, l'expérience générale d'être enfermé et puis de vivre le fait que tout ce qu'on avait pensé auparavant qui allait de soi ne va plus de soi, parce que finalement, on a vécu tous ensemble une crise de l'évidence naturelle des choses. C'est pas mal de vivre une crise de l'évidence naturelle, une perte de l'évidence naturelle, une perte de l'évidence naturelle que ben voilà, il faut se lever tous les jours pour aller au boulot et puis il faut faire ci, il faut faire ça et puis on n'a jamais le temps de s'occuper de ses gosses, de ses patients, de ses, enfin je pensais de patients, plutôt de ces personnes âgées de famille qui sont dans les EHPAD, voilà, et que tout d'un coup on se dise mais comment traverser ça? Quand on se pose la question individuellement et après collectivement, il faudra se la poser, des rituels de deuil non faits, de tout ce qui n'a pas été inscrit dans la vie de la personne et ce qui doit s'inscrire dans le corps social. C'est-à-dire qu'il y a eu des mal morts, des mauvaises morts
et qui n'ont pas eu le droit de citer parce qu'elles n'ont été pas enterrées, qu'il n'y a pas eu de cérémonie, pas de rituel, il va falloir ça qu'on l'inscrive. Mais ça peut faire du trauma. Mais si vous voulez, le trauma, il y a deux temps au trauma. Le trauma, ce n'est pas tellement le confinement et ce n'est pas juste la mort des gens ou la maladie des gens. C'est comment ça va être repris par la société. Comment ça va être repris. Le deuxième temps du trauma, et celui qui fait le plus effraction, c'est la trahison des siens. Si le gouvernement nous dit reprenez le boulot comme si de rien n'était, ce qu'il est en train de faire avec les profs, reprenez, il n'y a pas de problème, et en même temps, les gens ont la trouille au ventre quand ils vont aller bosser parce qu'ils savent qu'il y a des gamins, qu'ils peuvent les contaminer, qu'on leur dit en plus de ne pas aller voir leur famille aux profs. Là, les consignes de l'éducation nationale, c'est pendant toute la phase de déconfinement, n'allez pas voir vos parents qui sont âgés parce que vous pourrez leur transmettre le Covid, etc. Ça peut créer du traumatisme à grande échelle, comme dans des moments de guerre. Là, pour le coup, là, l'analogie, elle existe, parce que, si vous voulez, ça va être la trahison de la société par rapport à des gens qui auront été au front ou qui auront eu une expérience limite et de catastrophe, c'est-à-dire potentiellement tout le monde. Par exemple, la trahison des siens, et donc notamment des tutelles par rapport aux professionnels de santé, du social, de l'accompagnement, etc., elle peut créer des burn-out à grande échelle chez les soignants, parce que quand on va nous demander de travailler comme si c'était bien, tout avait bien été en disant bravo, vous avez été héroïque, bon maintenant retournez au boulot et puis arrêtez de vous plaindre, voilà, comme des journalistes peuvent dire, hein, qu'on chouine beaucoup dans les hôpitaux. Il disait même pleurnicher. Oui, pleurnicher. Oui, pleurnicher, ouais. Ça, on s'en souviendra. Voilà, quand ils disent des choses comme ça, là, ça fait de la trahison du second temps du trauma, qui impacte tout. Vous voyez, c'est comme les gens qui subissent des abus. C'est pas l'abus en lui-même seulement qui traumatise. C'est comment l'environnement va dire maintenant ce que tu as vécu, c'est pas si grave que ça, ou alors maintenant il n'y avait pas de problème, il était sympa, cet oncle, ce père, cette personne qui t'a abusé. Non, tu t'es fait des idées. Ça fait du trauma vraiment. Donc, comment va être mis en circulation nos expériences plurielles et comment c'est pas une expérience qui va s'imposer sur une autre, c'est ça le défi. Donc, oui, potentiellement, il va y avoir plein de gens qui vont consulter parce qu'ils n'auront pas bien vécu l'enfermement. Ça va créer des angoisses, de la dépression, des choses post-traumatiques. Mais il y a vraiment un devoir de la société à mettre en circulation tout ça dans la culture elle-même, dans l'institution de la culture de la société. Vous voyez, et je pense que c'est Castoriadis qui parlait de ça, et je pense vraiment qu'il faut qu'on pense ça. C'est la société, elle a besoin de s'auto-instituer. C'est-à-dire que c'est à nous toutes et tous, en tant que citoyens, d'instituer la société et pas d'attendre que ce soit un parti, un gouvernement, une église ou je ne sais quoi qui institue à notre place. Vous voyez, voilà. Merci Mathieu Vélassène pour cette audition passionnante. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou vous nous avez dit plein de choses, hein, vraiment ce que je peux rajouter, c'est d'expérience là, c'est que remercier les patients, notamment les patients chez nous, parce qu'ils nous ont beaucoup soutenus. Et là aussi, par exemple, à l'hôpital, les patients au départ, ils nous ont dit bon, mais ça va, vous supportez. Et en fait, voilà, dans ces moments de trouble, c'est très émouvant ça. Et voilà, faut remercier aussi, il faut savoir remercier. Voilà. Donc je remercie les collègues, les patients et les gens qui nous supportent aussi, dans l'autre sens du terme. Merci à vous. Merci beaucoup.